Le matin de la vente aux enchères, il y avait 34 chèvres dont personne ne voulait. C'était une collection hétéroclite. Une palette de peintres aux couleurs dépareillées et aux angles malheureux. Elles étaient blotties les unes contre les autres dans un enclos délabré, tout au fond du champ de foire. Là où le sol devenait une soupe boueuse et sentait la résignation. Ce n'était pas une race, mais une accumulation d'accidents. Une chèvre laitière tarie, un bouc aux côtes saillantes comme une planche à laver. Une poignée de jeunes chèvres espagnoles dégingandées aux yeux jaunes et sauvages. Et une douzaine de chevreaux dont l'origine était un mystère pour tout le comté. Le commissaire-priseur, un homme dont la voix était un instrument finement réglé pour extraire de la valeur de la chair vivante, n'avait même pas pris la peine de leur donner un numéro de lot. Il avait simplement fait un geste du pouce par-dessus son épaule et les avait appelés l'équipe de nettoyage. Une phrase qui avait provoqué un petit rire sec et entendu parmi les rangées d'hommes. Des hommes aux bottes propres et aux casquettes de marque, venus pour les Angus et les Hereford. Le bétail sérieux qui payait les factures sérieuses. Dans le jargon local, c'était de la pâtée pour chien sur pattes. Une collection de problèmes ambulants qui coûterait plus cher en vermifuges et en soucis qu'ils ne rapporteraient jamais en viande. Elle se tenait dans l'enclos avec une sorte d'endurance têtue et sans charme. Leur pelage était emmêlé de chardon et leurs épaules osseuses sous des peaux fines. Elles attendaient un verdict qui avait déjà été rendu. C'est dans ce théâtre de valeurs établies et de conclusions prévisibles qu'Alera Hayes est entrée. Elle se déplaçait avec une détermination tranquille qui semblait déplacée. Déplacée au milieu des salutations bruyantes et des pronostics agricoles échangés comme de la monnaie. Elle avait 29 ans, bien qu'une certaine lassitude autour de ses yeux la fasse paraître plus âgée. Une quiétude qui n'était pas celle de la campagne, mais d'une ville qui avait pris plus qu'elle n'avait donné. Elle était revenue au canton de Burnt Fork non pas en triomphe mais en retraite. Ramenée par la force gravitationnelle d'une dernière obligation, le règlement de la succession de ses grands-parents. La succession n'était pas grand-chose. C'était un nom sur un acte de propriété pour 55 acres de terre. Une terre si étouffée par le chèvrefeuille invasif, l'herbe à puce et le rosier multiflore sauvage, que l'évaluateur fiscal du comté l'avait décrite dans ses notes officielles comme étant sans valeur agricole. C'était une ferme affaissée, avec un toit comme le dos d'une vieille jument. Et une grange qui penchait avec le vent dominant, semblant perpétuellement fatiguée de rester debout. Elle était revenue avec une petite prime de licenciement d'un emploi de graphiste qui s'était évaporé du jour au lendemain. L'échec silencieux de sa vie en ville était emballé dans 3 boîtes en carton à l'arrière du vieux pick-up rouillé de son grand-père. Elle n'avait pas de plan clair, seulement un sentiment profond et constant d'être à la dérive, et l'acte de propriété d'un terrain que tout le monde, y compris l'avocat qui s'était occupé de la succession, considérait comme un fardeau dont il fallait se débarrasser au plus vite. Elle passa devant les enclos du bétail de premier choix, devant les corps lourds et placides des taureaux Angus et les lignes élégantes et coûteuses des quarter horse. Elle ignora les gloussements et les chants du poulailler et les cris indignés de l'enclos des porcs. Son chemin était direct, comme tracé par une carte qu'elle seule pouvait voir. Il la menait directement à l'enclos du fond, aux 34 chèvres dont personne ne voulait. Elle appuya ses bras sur la lisse supérieure de la clôture. Le bois rugueux pressait contre ses avant-bras, et elle se contenta de regarder. Pendant longtemps, plus longtemps que ce qui semblait raisonnable, elle les observa. Elle ne voyait pas une masse chaotique d'échecs, mais une série de petits drames distincts. Elle voyait celles qui se poussaient vers l'abreuvoir et celles qui restaient en retrait. Elle vit la vieille chèvre à l'œil trouble qui tenait bon avec une dignité tranquille, et le chevreau nerveux qui mâchait pensivement un éclat du poteau de clôture. Elle vit comment elle se déplaçait, non pas avec la panique des moutons parqués, mais avec une sorte d'intelligence fluide et calculatrice. L'homme aux belles bottes la remarqua, bien sûr. Une jeune femme seule qui étudiait les rebuts de la vente. C'était une curiosité, une petite diversion par rapport aux affaires sérieuses du jour. Ils échangèrent des regards, quelques murmures, un sourire partagé d'amusement condescendant. Le commissaire-priseur, qui s'appelait Rayburn, arriva enfin à leur lot à la fin de la vente. C'était une pensée après coup, pour vider les enclos. « Très bien, les amis. Dernier appel, » gronda-t-il, sa voix fatiguée, mais portant toujours sa cadence professionnelle. « J'ai l'équipe de nettoyage ici. 34 têtes en tout.
Qui m'en donne $1 par tête pour commencer? Juste pour vous en débarrasser. Un silence tomba, épais d'indifférence. $1 n'était pas beaucoup, mais c'était le début d'un engagement, et personne ne voulait s'engager là-dedans. Les chèvres étaient un problème, et ces hommes passaient leur vie à essayer de résoudre les problèmes avec du diesel, des dettes et des pulvérisations chimiques. Pas en invitant plus de problèmes à la maison. Du fond, la voix d'un homme, forte et confiante, perça le silence. Je vous donne 50 centimes par tête, Rayburn, si vous les mettez vous-même dans la gamelle de mon chien. Une vague de rire parcourut les fermiers assemblés. La voix appartenait à Sterling Thorne, un homme dont la famille cultivait les riches terres du fond de la vallée, le long de Burnt Fork, depuis un siècle. Il était prospère, établi et bruyant, le porte-parole non officiel du bon sens du comté. Sa ferme était une vitrine de l'agriculture moderne. Ses champs de maïs étaient immaculés, son bétail gras, son équipement rutilant. Il était tout ce qu'Alera n'était pas. C'est à la suite de ce rire, alors qu'il commençait à s'apaiser, qu'Alera leva la main. Pas timidement, mais d'un mouvement lent et délibéré. Elle brandit son numéro d'enchérisseur, un mince morceau de carton sur lequel était imprimé le numéro 117. Le commissaire-priseur plissa les yeux, surpris. « J'ai une enchérisseuse à $1, annonça-t-il, sa voix retrouvant une étincelle d'intérêt. $1 par tête du numéro 117. Est-ce que j'entends $1,50? Sterling Thorne se retourna, un air d'incrédulité théâtrale sur le visage. Il vit Alera, seul près de l'enclos, et un large sourire condescendant s'étala sur ses traits. Ce n'était pas un homme cruel, pas intentionnellement, mais c'était un homme si profondément convaincu de son bon droit qu'il voyait toute déviation comme une forme de bêtise à corriger ou, à défaut, à moquer. Il ne fit aucune contre-offre. Personne ne le fit. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Il était lourd de curiosité et d'une sorte d'étonnement apitoyé. Adjugé, le marteau de Rayburn claqua comme un coup de feu. À la jeune dame, numéro 117, pour $34. Alors que les hommes commençaient à se disperser, leur conversation revenant à la pluie et au prix des matières premières, Sterling Thorne se dirigea vers Alera. Ses bottes martelaient le sol avec assurance. Il était flanqué de 2 autres fermiers qui lui servaient de lieutenants. Leurs expressions reflétaient son propre mélange d'amusement et de dédain. Il souleva son chapeau, un geste qui tenait plus de la performance que de la politesse. « Madame, dit-il, sa voix assez forte pour que plusieurs autres l'entendent. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Sterling Thorne. » Il désigna l'enclos des chèvres, qui était déjà poussé vers la rampe de chargement par un employé. « Vous devez avoir des mauvaises herbes bien affamées pour acheter toute cette bande de problèmes. » Alera croisa son regard, son expression indéchiffrable. « Quelque chose comme ça, dit-elle, sa voix calme mais ferme. » Thorne gloussa, un grondement sourd dans sa poitrine. « Eh bien, vous venez de vous acheter 34 enterrements. Ces bêtes-là, elles trouveront un moyen de mourir si vous les regardez de travers. Croyez-moi sur parole, vous avez gaspillé votre argent. Vous aurez de la chance si la moitié d'entre elles voit l'hiver. » Il se tourna vers ses compagnons, secouant la tête comme pour clore un dossier. « Une idiote et son argent, dit-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende avant de s'éloigner. » Il l'avait dit comme une prédiction d'échec, une simple déclaration de fait agricole. Cela se révélerait être la prédiction de quelque chose de tout à fait différent. Les 55 acres dont elle avait hérité étaient moins une ferme qu'un monument à l'abandon. En remontant le chemin de terre sinueux pour la première fois après la finalisation de la succession, Alera avait senti un poids s'installer dans sa poitrine. La manifestation physique d'un fardeau qu'elle n'avait pas demandé. Le chemin lui-même était un tunnel creusé à travers une jungle de verdure. Le chèvrefeuille du Japon, une vigne invasive à l'odeur faussement douce, s'était tissé en une canopée dense et enchevêtrée. Il avalait des arbres entiers et arrachait des décennies de clôture. Ces lianes, certaines aussi épaisses que le poignet d'un homme, grimpaient sur les colonnes affaissées du porche de la ferme et rampaient sur le toit en tôle, le clouant au sol. Les pâturages que son grand-père avait autrefois méticuleusement entretenus avaient disparu. Ils étaient remplacés par une mer de rosiers multiflores et d'herbes à puces hautes comme un homme. Une nature sauvage, épineuse et toxique, qui semblait siffler et bruire de sa propre vie. L'endroit semblait primitif.
comme si la terre essayait activement de digérer les derniers vestiges de l'effort humain, ramenant la grange, la maison et les clôtures à elle. Sa première semaine ne fut pas consacrée au travail, mais à la marche. Elle se déplaçait sur la propriété comme un fantôme, suivant les vagues suggestions d'anciens sentiers. Ses bottes crissaient sur les feuilles sèches d'une douzaine d'automnes oubliés. La ville lui avait appris une forme particulière d'invisibilité, l'art de se déplacer dans la foule sans être vue. Et elle l'appliqua ici, observant la terre sans la déranger. Elle trouva le mur de pierre effondré qui marquait la limite sud, ses pierres duveteuses de mousse. Elle trouva l'ancienne source, son toit effondré, mais le bassin en pierre à l'intérieur contenait encore quelques centimètres d'eau claire et froide. Elle se tint au bord de la Burnt Fork, le ruisseau qui donnait son nom au canton, et regarda l'eau glisser sur des pierres lisses et sombres. Les mêmes pierres que son grand-père avait dû regarder. Elle était revenue en se sentant brisée, une collection de morceaux qui ne s'emboîtaient plus. Mais ici, dans le silence écrasant et suffocant de la terre négligée, quelque chose en elle commença à s'apaiser. L'énergie frénétique de la ville, la pression constante de produire, d'être vue, de réussir, commença à se dissiper, laissant derrière elle une quiétude qui lui semblait sienne. L'avocat lui avait conseillé de vendre pour ce qu'elle pourrait en obtenir, pour se décharger de la charge fiscale. Mais debout là, avec l'odeur du chèvrefeuille et de la terre humide dans ses poumons, elle prit une décision différente. Elle ne vendrait pas le fardeau. Elle essaierait de le comprendre. Cette décision la mena à la maison. C'était un lieu de fantômes et de poussière. Le papier peint floral de sa grand-mère se décollait en longues bandes bouclées, et une fine couche de crasse recouvrait chaque surface. L'air était épais de l'odeur du temps emprisonné. Dans le petit bureau de son grand-père, une pièce qu'il appelait son bureau de réflexion, elle trouva un lourd bureau à cylindre en chêne, fermé à clé et silencieux. La clé, avait dit l'avocat, était perdue depuis longtemps. Mais elle se souvenait de son grand-père, Silas, un homme aux habitudes tranquilles et au schéma prévisible. Elle passa la main sous le tiroir du haut et sentit un petit morceau de métal collé avec du ruban adhésif. La clé. Elle tourna dans la serrure avec un grognement rouillé. Et alors qu'elle relevait le lourd couvercle en bois, elle eut l'impression d'ouvrir une tombe. À l'intérieur, ce n'était pas le chaos, mais l'ordre. Des piles de reçus, de vieux catalogues de semences, et au centre, une rangée soignée de registres reliés. Il y en avait 12, un pour chaque année. Leur couverture était usée et lissée par ses mains. Elle en sortit un, celui marqué 1978, et l'ouvrit sur la surface poussiéreuse. Ce n'était pas un simple journal de ferme de profits et de pertes. C'était tout autre chose. Les pages étaient remplies de l'écriture précise et légèrement inclinées vers l'arrière de son grand-père. Il avait noté la météo quotidienne, pas seulement la température, mais la direction du vent, la forme des nuages, la sensation de l'air. Il notait le premier jour où les rainettes chantaient au printemps, et le dernier jour où les grillons chantaient à l'automne. Cela se lisait comme les notes de terrain d'un homme étudiant quelque chose qu'il aimait. Il avait des tableaux détaillés de ses rotations de pâturage. Des notes sur les herbes qui prospéraient dans le sol sec des hautes terres et celles qui préféraient les terres humides du fond de la vallée. Mais ce sont les notes en marge, les apartés philosophiques écrits dans les marges, qui l'ont interpellé. La terre se souvient, avait-il écrit sur une page à côté d'un dessin d'un système racinaire de trèfle. On ne peut pas la forcer, on ne peut que la persuader. Sur une autre, à côté d'une note sur un veau malade, il avait écrit « La patience est un outil, pas une vertu, aussi utile qu'une bonne clé à molette. » Elle passa la semaine suivante à ne faire que lire. Elle s'assit dans le bureau poussiéreux alors que le soleil se déplaçait dans le ciel. Un fantôme dans l'histoire de sa propre famille, absorbant la sagesse tranquille d'un homme qu'elle avait surtout connu comme une présence douce et silencieuse dans son enfance. Elle apprit qu'il avait été considéré comme un excentrique à son époque, un homme qui évitait les nouveaux engrais chimiques et les grosses machines que ses voisins adoptaient avec empressement. Il croyait qu'il fallait travailler avec les tendances inhérentes de la terre, pas contre elle. Il écrivait sur la dette avec une sorte d'horreur morale. La dette, disait une entrée, les mots lourdement soulignés. C'est un homme qui dit au futur ce qu'il doit faire. C'est une promesse faite avec arrogance. La terre ne fait pas de telles promesses. Mais c'est dans le dernier registre, de la dernière année où il a pu travailler la ferme, qu'elle a trouvé le passage qui allait tout changer.
Il parlait du chèvrefeuille envahissant, qui commençait déjà à s'infiltrer depuis la propriété abandonnée voisine. C'est un fantôme affamé, écrivait-il. Il étouffe tout. Un homme avec un tracteur et un prêt bancaire essaierait de le combattre, de l'arracher. Il échouerait. Les racines sont trop profondes. Il ne ferait que mettre le sol en colère, et le fantôme reviendrait plus fort. Il faut laisser le problème être la solution. En dessous, il avait esquissé un plan, une théorie qu'il n'avait jamais eu la chance de mettre en œuvre. Il parlait des chèvres, ce qu'il appelait la charrue du pauvre. Il détaillait leur capacité unique à prospérer avec les choses mêmes que les autres animaux d'élevage ne toucheraient pas. Les ronces, les vignes invasives, les arbustes ligneux. Il décrivait leur système digestif comme une sorte d'alchimie, transformant les plantes nuisibles en riches engrais. Il exposait un système de pâturage en rotation intensive, utilisant des clôtures temporaires, pour concentrer un troupeau sur une petite zone, les forçant à tout manger jusqu'au sol avant de les déplacer vers la parcelle suivante, permettant à la première de se reposer et de récupérer. C'était une méthode de remise en état des terres lente, patiente et, surtout, bon marché. Elle exigeait de l'observation et du travail, pas du capital et des produits chimiques. Tandis qu'Alera lisait ces mots, l'image des 34 chèvres non désirées dans l'enclos boueux de la vente aux enchères lui revint à l'esprit. Ce n'était plus une image d'échec, c'était une image de potentiel. Il restait une personne qui avait connu Silas, non seulement comme grand-père, mais comme fermier. Sa grand-tante Maeve, sa sœur cadette, vivait dans une petite maison soignée de la ville voisine. Elle avait 91 ans. Son corps était frêle, mais son esprit était aussi vif et clair qu'un éclat de silex. Alera se rendit chez elle avec l'un des carnets, se sentant comme une étudiante cherchant un maître. Maeve était assise dans son fauteuil, ses mains nouées par l'arthrite, mais toujours fortes, reposant sur ses genoux. Elle portait la vieille chemise en flanelle de son défunt mari et un jean robuste, ayant depuis longtemps renoncé aux convenances de ce qu'une vieille femme était censée porter. Alera expliqua son idée, sa voix hésitante au début, puis gagnant en confiance, alors qu'elle exposait le plan de son grand-père. Elle montra à Maeve les passages du carnet. Maeve écouta sans interruption, son regard fixé sur le visage d'Alera, ses yeux d'un bleu pâle et larmoyant, mais ne manquant rien. Quand Alera eut fini, Maeve prit le carnet, ses doigts traçant l'écriture familière. Elle resta silencieuse pendant 1 minute entière. Le seul son dans la pièce était le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le couloir. Finalement, elle leva les yeux. Elle ne fit pas l'éloge de l'idée, ni ne commenta la sagesse de Silas. Elle offrit quelque chose de bien plus précieux. Une parcelle de connaissances pratiques, durement acquises. « Ton grand-père connaissait sa terre, dit-elle, sa voix un râle sec, mais il ne connaissait pas les chèvres. Moi, si. Il disait toujours que les meilleurs se tiennent au milieu de l'enclos. Les faibles se collent à la clôture pour se protéger. Les brutes se poussent à l'avant pour la première bouchée. Les intelligentes, les survivantes, elles attendent au milieu en observant tout. Si tu as acheté celle du milieu, ton plan pourrait marcher. » Alera repensa à la vente aux enchères, à sa longue observation. Elle avait, sans savoir pourquoi, été attirée par la chèvre tranquille et le chevreau pensif au centre du troupeau. Un lent sourire se dessina sur son visage, le premier vrai sourire depuis des mois. « Je crois que oui, tante Maeve, » dit-elle. « Je crois que oui. » Le travail commença le lendemain de l'arrivée des chèvres. Leurs sabots claquèrent sur la rampe de la remorque à bétail empruntée et sur la terre envahie par la végétation, qui devait être leur maison et leur raison d'être. Ce n'était pas le travail glamour et transformateur des émissions de relooking à la télévision, avec de grosses machines et des révélations spectaculaires. C'était un travail lent, un travail tranquille, un labeur de patience et de répétition qui était principalement invisible pour quiconque n'y prêtait pas attention. La première tâche d'Alera ne fut pas de défricher la terre, mais de contenir la solution. Avec le reste de sa prime de licenciement, elle acheta un chargeur de clôture à énergie solaire et plusieurs bobines de fil électrique en polyéthylène. Suivant les principes énoncés dans le carnet de son grand-père, elle délimita une parcelle d'1/4 d'acre du fourré de chèvrefeuille le plus dense. Un espace près du ruisseau où les vignes avaient créé un mur de verdure solide et impénétrable. Le travail de pose du fil fut ardu. Elle dut se frayer un chemin à travers le sous-bois enchevêtré avec une machette. Ses bras et son visage devinrent rapidement une carte de griffures et de piqûres d'insectes.
Les épines du rosier multiflore déchiraient ses vêtements et sa peau, mais avec chaque piquet de clôture qu'elle enfonçait dans le sol, chaque brin de fil qu'elle tendait, elle sentait un sentiment de détermination se solidifier en elle. Elle ne se battait pas contre la terre, elle se préparait à collaborer avec elle. Une fois le petit enclos sécurisé, elle ouvrit la barrière et laissa entrer les chèvres. Pendant un instant, elles hésitèrent, se regroupant et regardant la verdure écrasante avec méfiance. Puis, la vieille chèvre à l'œil trouble, celle que la sagesse de Maeve avait validée rétrospectivement, s'avança. Elle baissa la tête et prit une bouchée hésitante d'une feuille de chèvrefeuille. Elle mâcha, réfléchit, puis en prit une autre. Ce fut comme la rupture d'un barrage. Le reste du troupeau se précipita en avant, et un son emplit l'air qu'Alera apprendrait à connaître intimement. Le son d'un broutage incessant et méthodique. C'était un déchirement, un cisaillement et un broyage constant. Le son de 34 petits moteurs, transformant un problème en carburant. Elle mangeait avec une fureur sélective, arrachant les feuilles du chèvrefeuille, dévorant l'herbe à puce avec une immunité qui semblait magique, et grignotant même les jeunes pousses tendres des rosiers épineux. Alera passa cette première journée à les regarder. Son propre carnet, un simple cahier à spirale acheté au magasin à $1, ouvert sur ses genoux. Elle commença son propre registre, notant les plantes qu'elle préférait, comment elle se déplaçait en groupe, la hiérarchie subtile du petit troupeau. Elle n'était plus seulement la petite fille de Silas. Elle était son élève. Le véritable système circulatoire de la communauté n'était pas la route du comté, mais le magasin local d'aliments et de semences. Pratt Supply était un long bâtiment bas qui sentait la nourriture sucrée, la poussière et le vieux bois. C'est là que les ragots s'échangeaient, que la météo était débattue et que les réputations se faisaient et se défaisaient autour d'un café tiède provenant d'une cafetière perpétuellement en marche. Elias Pratt, le propriétaire, était un homme d'une 60aine d'années, calme et observateur, qui avait hérité du magasin de son père, tout comme Sterling Thorne avait hérité de sa ferme. Elias avait connu le grand-père d'Alera, et quand elle entra pour acheter quelques sacs de suppléments minéraux, il l'accueillit avec une chaleur réservée. Mais sa présence était un signal. Sterling Thorne et son groupe habituel du café du matin tenaient la cour près du comptoir. Leur conversation était forte et assurée. En la voyant, le visage de Thorne s'illumina de ce sourire condescendant familier. « Tiens, regardez qui voilà !» gronda-t-il, sa voix résonnant dans l'espace au plafond haut. « Si ce n'est pas la reine des chèvres de Burnt Fork. Dites-moi, mademoiselle Hayes, comment va votre troupeau? Ont-elles déjà brouté votre vieille propriété jusqu'à la terre nue ?» Ses amis ricanèrent sur commande. La question était enveloppée d'un mince vernis de convivialité rustique, mais la moquerie sous-jacente était vive et claire. Alera avait appris au cours de sa brève et douloureuse carrière en ville que la pire chose à faire face à un tyran est de montrer que l'on est blessé ou intimidé. Elle avait également appris des carnets de son grand-père que les voix les plus fortes compensent souvent les racines les plus superficielles. Elle se détourna simplement du comptoir, le lourd sac de minéraux sur l'épaule, et croisa le regard de Thorne sans la moindre émotion. « Elle mange », dit-elle. Son ton était plat, une simple déclaration de fait dépourvue de défense ou de colère. Elle n'offrit aucune explication supplémentaire, aucune justification pour son projet. Elle resta là un instant, laissant le silence après sa réponse de 2 mots flotter dans l'air. La simplicité de la réponse était désarmante. Elle ôtait tout le plaisir de la question. Thorne s'attendait à une dispute, à une défense embarrassée, à quelque chose qu'il pourrait décortiquer et ridiculiser. Au lieu de cela, il se heurta à un mur de pierre. Il se retrouva dans un silence gênant, sa propre blague tombant à plat. Il s'éclaircit la gorge, cherchant soudain un moyen de changer de sujet. « Eh bien, marmonna-t-il, en se retournant vers la cafetière, ne les laissez pas manger la maison. » Alera ne répondit pas. Elle fit juste un signe de tête à Elias Pratt, paya ses minéraux et sortit, la porte moustiquaire claquant doucement derrière elle. Elle déplaçait les chèvres tous les 3 jours. Le travail suivait un rythme dicté non pas par une horloge, mais par la terre et les animaux. Tôt le matin, elle se rendait à l'enclos. Le quart d'acre qui avait été un fourré infranchissable était maintenant dénudé. Les vignes étaient toujours là, mais c'étaient des squelettes sans feuilles, leur pouvoir disparu. Le sol était piétiné,
et jonché de fumier de chèvre, de petites perles noires d'engrais riches en azote. Son travail consistait alors à enrouler le fil et les piquets et à déplacer tout l'enclos vers la parcelle de nature sauvage adjacente. Les chèvres, connaissant la routine, attendaient patiemment, puis se ruaient dans la verdure fraîche, et le bruit du broutage recommençait. Derrière elles, dans la parcelle défrichée, Aléra commençait la deuxième étape du travail. Avec un semoir à main, elle épandait un mélange de graminées indigènes et de légumineuses que son grand-père avait recommandé dans ses notes. Panique érigée, grand barbon, pois perdrix, des plantes aux racines profondes qui pouvaient résister à la sécheresse et retenir le sol. Les chèvres avaient fait le défrichage et la première fertilisation. Son travail consistait à semer la reprise. C'était un processus lent et minutieux. 1/4 d'acre tous les 3 jours. 55 acres semblaient un continent impossible. Mais elle ne pensait pas aux 55 acres. Elle ne pensait qu'au prochain quart d'acre. Ses visites hebdomadaires à Pratt Supply devinrent une performance publique récurrente qu'elle n'avait pas demandée. Thorne et ses associés étaient toujours là, et il ne manquait jamais une occasion pour une nouvelle question, livrée avec la même fausse convivialité. « J'ai entendu dire que vous étiez là-bas à couper ces vignes à la machette. Je pensais que les chèvres étaient censées faire le travail, » disait l'un d'eux. « C'est le cas, » répondait-elle. « Ou, vous avez toujours les 34 ? Aucune n'a encore trouvé le moyen de mourir ?»« Toujours 34, » répondait-elle. Son ton impassible et non réactif devint son bouclier. Il créait un espace autour d'elle qu'il ne pouvait pas pénétrer. Après un échange particulièrement pointu, alors qu'elle chargeait son camion, Elias Pratt sortit du magasin en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il resta là un moment, regardant le camion de Thorne s'éloigner. C'était un homme qui pesait ses mots avec soin. « Il se moquait aussi de ton grand-père, » dit-il, ne la regardant pas, mais la route. Il disait qu'il était fou d'écouter la terre parler et de conserver ses propres semences de maïs. Il disait qu'il serait ruiné en 1 an. Il fit une pause, puis tourna son regard vers elle. Il n'a jamais emprunté 1 centime, et il a survécu à la moitié d'entre eux. Ce Sterling Thorne est un bon fermier, mais il est endetté jusqu'au cou. Toute son exploitation repose sur le prix du maïs et sur 3 pouces de pluie en juillet. C'était la première validation externe qu'elle recevait. Une petite confirmation silencieuse qu'elle n'était pas seule sur son chemin. C'était un rappel qu'il y avait plus d'une sorte de sagesse, et que la plus bruyante n'était pas toujours la plus profonde. Les mots d'Elias Pratt furent comme une main stabilisatrice sur son épaule, et elle retourna à son travail lent et invisible avec un sentiment de résolution renouvelée. Le poids des sacs de minéraux à l'arrière du camion semblait moins un fardeau qu'un investissement. Le premier succès tangible ne fut pas un événement spectaculaire, mais une série d'affirmations tranquilles. Cela commença avec les chèvres elles-mêmes. L'équipe de nettoyage que Sterling Thorne avait qualifiée de funérailles ambulantes n'avait pas seulement survécu, elle prospérait. Leur pelage, autrefois emmêlé et terne, devinrent brillants et épais. Les lignes de leurs côtes disparurent sous des couches de graisse saine et de muscles. Elles se déplaçaient avec une nouvelle confiance. Leurs yeux jaunes étaient vifs et alertes. À la fin du printemps, les chèvres commencèrent à mettre bas. Aléra, armée d'un manuel vétérinaire et des notes de son grand-père sur l'élevage, se retrouva à jouer les sages-femmes pour une explosion démographique. Les 34 chèvres devinrent 40, puis 50. Les chevreaux étaient vigoureux et forts, nés dans un monde de nourriture abondante. Elle nota chaque naissance dans son carnet sans cérémonie, une simple entrée de date, de mère et de sexe. Mais après, elle s'asseyait sur le porche de la ferme affaissée et s'accordait un moment pour simplement savourer, pour sentir le bourdonnement silencieux de la vie naissante sur la terre qui avait été déclarée nulle. Puis vint la terre elle-même. À mesure que les chèvres se déplaçaient sur la propriété dans leur lente marche en rotation, elles laissaient derrière elles une traînée de transformation. Les parcelles défrichées, ensemencées avec les graminées indigènes, commencèrent à verdir. Ce n'était pas le vert chimique uniforme d'une pelouse de banlieue, mais une tapisserie diverse et texturée de différentes nuances et formes. Le panique érigé et le grand barbon aux racines profondes prirent racine, et les fleurs violettes et jaunes du pois perdrix parsemèrent le paysage en voie de guérison. Une après-midi, après avoir déplacé le troupeau d'un peuplement particulièrement dense de chèvrefeuilles près du centre de la propriété,
Alera remarqua quelque chose de nouveau dans le sol défriché. C'était une ligne de pierre plate couverte de mousse, disposée de manière trop parfaite pour être naturelle. Curieuse, elle prit une pelle à la grange et commença à creuser, en suivant la ligne. Les chèvres avaient fait le plus dur, enlevant la végétation étouffante. Elle ne faisait que de l'excavation. 1 heure plus tard, elle avait découvert le contour indubitable des fondations d'un bâtiment. Un rectangle parfait de pierre des champs posé à la main. Dans un coin, la base d'une cheminée s'élevait à 3 pieds de haut, ces pierres toujours solidement tenues par un mortier qui s'effritait. Elle passa la main sur la surface fraîche et rugueuse. Elle retourna à la maison et sortit une vieille carte du comté du bureau de Silas. Là, au centre de la parcelle désignée comme sa propriété, se trouvait un petit symbole carré, avec les mots « École de Burnt Fork », fermée en 1938. Les chèvres n'avaient pas seulement défriché la terre, elles avaient découvert son histoire. Elles avaient révélé un lieu d'apprentissage qui avait été enterré et oublié pendant près d'un siècle. Les premières ventes se firent presque par accident. Son voisin de l'Ouest, un homme qui élevait un petit troupeau de bovins, avait observé ses progrès par-dessus la clôture avec une curiosité silencieuse et méfiante. Un jour, il lui fit signe de s'arrêter alors qu'elle passait en voiture. « Vos chèvres, dit-il en désignant de son menton, elles ont l'air en bonne santé. » C'était la plus haute forme de louange dans le jargon local. Il expliqua ensuite qu'il avait une parcelle de bois qui était envahie par les ronces, et il se demandait si elle envisagerait de lui vendre quelques-uns des jeunes pour les lâcher là-dedans. Ils négocièrent un prix, et 1 semaine plus tard, il revint en chercher d'autres. La nouvelle commença à se répandre, non pas au gré des ragots du magasin d'aliments, mais par un réseau plus discret et plus pratique. Les gens qui avaient besoin de quelques têtes pour nettoyer une clôture ou le bord d'un étang commencèrent à se présenter à sa porte. Les chèvres, autrefois sans valeur, avaient maintenant une valeur. Ce n'étaient plus seulement des chèvres, c'étaient ces chèvres à chèvrefeuille de l'ancienne propriété Hayes. Elles s'étaient forgées une réputation de robustesse, d'ingéniosité et d'efficacité. Une identité pour la ferme commença à émerger organiquement, sans aucun effort de marketing intentionnel de sa part. Les gens commencèrent à l'appeler Burnt Fork, le nom du ruisseau et de l'ancienne école. C'était simple, enraciné dans le lieu même, et c'est resté. Le produit de l'élevage fort et bien adapté de la ferme se révélait être fondamentalement différent et supérieur pour les défis spécifiques de leur paysage local. Puis, dans la chaleur intense de juillet, la grande crise arriva. Cela commença par une période de sécheresse, 1 semaine sans pluie, puis 2. Le soleil tapait d'un ciel sans nuages et métallique. Le riche sol des terres du fond de la vallée, comme celle de Sterling Thorn, labourée et exposée, commença à cuire et à se fissurer. Le maïs, qui était à hauteur de genoux le 4 juillet, commença à jaunir et à s'enrouler, ses feuilles crissant dans le vent chaud et sec. La pluie ne vint pas. La sécheresse devint une sécheresse historique, la pire de mémoire d'homme. Les ruisseaux et les étangs rétrécirent, leurs bords reculant pour révéler une boue craquelée et cuite par le soleil. Les pâturages luxuriants et entretenus des éleveurs de bétail devinrent bruns et cassants. L'air se remplit d'une fine brume de poussière. Pour les fermes conventionnelles et surendettées, ce fut une catastrophe. Les agriculteurs qui avaient beaucoup emprunté pour planter des milliers d'acres de maïs virent leur investissement se flétrir sur pied. Les éleveurs qui dépendaient des pâturages et du foin virent leur approvisionnement en nourriture s'évaporer. Une sinistre procession commença, l'inverse de celle à laquelle Alera avait participé des mois auparavant. Des camions chargés de bétail maigre et poussiéreux retournèrent au champ de foire. Leurs propriétaires étaient contraints de vendre leurs troupeaux à une perte dévastatrice, avant que les animaux ne meurent de faim. L'endroit qui avait été la scène des moqueries confiantes de Sterling Thorn devint maintenant l'arène de son désespoir silencieux et de celui de ses voisins. La justification, quand elle vint, ne fut pas une dispute criée ou une déclaration triomphante. C'était une couleur, le vert. Alors que le reste du comté virait aux nuances de brun et de gris, les 55 acres d'Alera restaient une île verte dans une mer brune. Les graminées indigènes aux racines profondes qu'elle avait plantées, celles en qui son grand-père avait confiance, puisaient l'humidité bien en dessous de la surface.
Une humidité que les graminées de gazon aux racines peu profondes des pâturages à bétail ne pouvaient pas atteindre. Les chèvres, loin de souffrir, étaient dans leur élément. Elles broutaient les mauvaises herbes et les plantes ligneuses aux racines profondes qui étaient encore vertes, des plantes que le bétail ne toucherait pas. Le système de pâturage en rotation avait accumulé une épaisse couche de matière organique à la surface du sol. Un paillis qui retenait la rosée et empêchait le sol de cuire. Sa terre ne faisait pas que survivre, elle prospérait. La source qui alimentait l'ancienne fontaine, qui n'avait été qu'un filet d'eau, coulait maintenant de façon régulière. Son bassin versant n'était plus étouffé par le chèvrefeuille assoiffé aux racines peu profondes. Les gens commencèrent à le remarquer. D'abord, ce ne fut qu'un murmure. Puis, les voitures commencèrent à ralentir en passant le long de sa propriété qui bordait la route du comté. Elles s'arrêtaient, sortaient et regardaient simplement la vision impossible d'un pâturage vert et d'animaux satisfaits au milieu d'un désastre, à l'échelle du comté. Les sceptiques, les hommes du magasin d'aliments, vinrent aussi. Pas en groupe, mais un par un, leurs camions tournant au ralenti sur la route, alors qu'ils regardaient par-dessus la clôture. Ils ne regardaient plus le projet d'une folle, ils regardaient un miracle, et ils commençaient enfin à comprendre complètement ce qu'ils avaient vu depuis le début. C'était un dimanche soir de fin août. L'air était encore chaud et lourd, même si le soleil commençait à descendre sous l'horizon, peignant le ciel poussiéreux de nuances d'orange et de violet meurtri. Un nuage de poussière sur le chemin annonça un visiteur. C'était un pick-up neuf et propre, le genre que conduit un fermier prospère. Il s'arrêta près de la grange et Sterling Thorne en sortit. Il était seul. Il n'arborait pas son sourire confiant habituel. Il tenait son chapeau dans ses mains, en tournant le bord encore et encore, un geste de profond malaise. Il ne se dirigea pas vers la maison, mais vers la clôture, où il se tint et regarda les chèvres d'Alera brouter paisiblement dans un pâturage qui était toujours obstinément vert. Alera sortit de la maison et s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques pas. Elle ne parla pas. Elle attendit simplement. Il continua de fixer le champ, les chèvres, la terre saine. Il semblait la comparer à une autre image dans son esprit, l'image de ses propres champs de maïs flétris et de son bétail clairsemé. Il se tourna finalement pour lui faire face, ses yeux rencontrant les siens. Il n'y avait plus de moquerie en eux, seulement une sorte de respect las et réticent. « J'avais tort, dit-il. » Il le dit simplement, sans préambule ni excuse. Ce n'étaient pas des excuses, ni une demande de pardon. C'était une confession, livrée avec la finalité plate et sans fioriture d'un arpenteur déclarant une ligne de démarcation. Cela sonnait moins comme un éloge pour elle que comme un grief contre l'ordre des choses, un aveu que le monde ne fonctionnait pas comme il l'avait si fièrement cru. Il fit un geste avec son chapeau vers sa propre terre, invisible par-delà la colline. « Je suis ruiné, dit-il, les mots tombant de lui comme des pierres, ou presque. Mon maïs ne vaut pas la peine d'être récolté. J'ai dû vendre les 2/3 de mon troupeau la semaine dernière pour la moitié de ce que j'ai payé pour leur mère. La banque possède mes tracteurs, la société de produits chimiques possède mon sol. J'ai tout fait comme il faut, tout ce que l'université vous dit de faire, et je suis anéanti. » Il regarde de nouveau son écosystème florissant, un lieu construit sur une sagesse oubliée et 34 $ d'animaux non désirés. « Vous, dit-il, et le mot était lourd du poids de sa certitude défaillante. Vous avez tout fait de travers, et vous êtes la seule encore debout. » Il reste silencieux un long moment, le seul son étant le chant des grillons, un son qui avait disparu de ses propres champs arides. « Je ne suis pas venu ici pour m'excuser, dit-il, la regardant enfin droit dans les yeux. Je suis venu demander votre aide. » La demande était plus choquante que la confession. Ce n'était pas seulement un aveu d'erreur, c'était une reddition. Lui, Sterling Thorne, le pilier de la communauté agricole, demandait à être instruit par l'étrangère silencieuse qu'il avait publiquement ridiculisée. Il proposa de lui louer le pire de ses pâturages envahis par la végétation, les parties de sa ferme qu'il avait abandonnées. Il demanda s'il pouvait acheter une partie de son cheptel reproducteur, les chèvres mêmes qu'il avait qualifiées de pâté pour chien, offrant de payer un prix par tête 100 fois supérieur à ce qu'elle avait payé. La conversion de Sterling Thorne fit ce que le succès d'Alera seul ne pouvait pas faire.
Elle brisa le barrage du scepticisme de la communauté. Son aveu, qui se répandit dans le comté à la vitesse d'un feu de brousse, donna aux autres agriculteurs la permission d'être curieux, d'avoir tort. Le filet de visiteurs à la ferme de Burnt Fork devint un flot constant. C'étaient des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine. Leur visage était marqué par l'inquiétude d'une vie de labeur. Des hommes qui avaient hypothéqué l'héritage de leur famille contre la promesse de l'efficacité moderne et qui faisaient maintenant face à la saisie. Ils ne venaient pas avec des moqueries, mais avec des questions. Alera devint une enseignante improbable. Elle ne donnait pas de leçons ni ne prêchait. Elle les promenait dans ses champs. Elle leur montrait le sol des pâturages au repos, sombre, friable et plein de vers de terre, et leur demandait de le comparer à la terre pâle et morte de leur propre champ, qu'elle leur faisait apporter dans des bocaux. Elle leur montrait les carnets de son grand-père, les registres minutieux d'un observateur patient. Elle expliquait la logique simple et puissante du pâturage en rotation, de l'adaptation de l'animal au paysage, de laisser le problème devenir la solution. Elle partageait ses connaissances librement, sans arrogance, parlant avec le même ton calme et factuel qu'elle avait utilisé au magasin d'aliments. Les hommes, habitués à la confiance bruyante des vendeurs et des experts, écoutaient avec une nouvelle sorte d'attention. Ils écoutaient la terre, et Alera était son interprète. Un après-midi, une nouvelle silhouette apparut au bout de son chemin. C'était un adolescent, peut-être de 16 ans, avec un visage sérieux et des mains calleuses. Il s'appelait Caleb, et il vivait dans une petite ferme, en difficulté un peu plus loin. Il ne dit pas grand-chose. Il demanda simplement si elle avait besoin d'aide pour réparer les vieilles clôtures à l'arrière de la propriété. Alera, dont les journées étaient maintenant consacrées à la gestion du troupeau et aux discussions avec les agriculteurs en visite, fut reconnaissante de l'offre. Elle accepta de lui payer un salaire horaire équitable. Caleb se révéla être un naturel. Il était calme, observateur et travailleur. Il avait le sens du travail, une compréhension intuitive de la façon de tendre un fil, de poser un piquet, de voir la logique de la terre. Il semblait absorber les principes de la ferme, non pas par l'explication, mais par osmose. Il observait les chèvres, observait Alera, puis faisait simplement ce qui devait être fait. Il commença à venir tous les jours après l'école, et bientôt il l'aidait à déplacer le troupeau, à semer les graines et à marquer les nouveaux chevreaux. Il posait rarement des questions, mais quand il le faisait, elles étaient pointues et perspicaces. Alera se retrouva à expliquer non seulement le comment de son travail, mais aussi le pourquoi, partageant la sagesse des carnets de Silas. Dans ce garçon calme et sérieux, elle vit l'avenir de son projet. Elle ne se contentait pas de récupérer la terre, elle plantait les graines de sa gestion dans une nouvelle génération. L'héritage n'était plus seulement une collection de vieux livres, c'était une chose vivante, qui respirait, et qui se transmettait de main en main. Dans les années qui suivirent la grande sécheresse, la ferme de Burnt Fork grandit, mais elle grandit comme un arbre, lentement, de l'intérieur vers l'extérieur. Son expansion était dictée par sa propre force et les ressources du sol sur lequel elle se trouvait. La demande pour ses chèvres, désormais connues dans toute la région sous le nom de « survivantes de Burnt Fork », était immense. Des agriculteurs de 3 comtés voisins venaient chercher son cheptel reproducteur. Des consultants et des chercheurs universitaires demandaient à étudier ses méthodes. Elle aurait pu facilement emprunter de l'argent, se développer rapidement et devenir une grande exploitante commerciale. Les offres étaient certainement là, mais les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit. La dette, c'est un homme qui dit au futur ce qu'il doit faire. Elle refusa de s'endetter. Elle refusa de se développer plus vite que la terre elle-même ne pouvait le supporter. Elle ne vendait que le nombre de chèvres que son troupeau pouvait produire naturellement chaque année. Elle louait des terres en friche à ses voisins, y compris une grande parcelle de Sterling Thorn, mais elle les remettait en état à son propre rythme, le rythme lent et méthodique des chèvres. Elle laissait la demande tirer l'opération vers l'avant plutôt que d'utiliser la dette pour la pousser. C'était une philosophie d'entreprise tirée directement des carnets de Silas, une rébellion silencieuse contre le credo moderne de la croissance à crédit à tout prix. Sa grand-tante Maeve vécut assez longtemps pour voir la pleine floraison des graines que Silas avait plantées et qu'Alera avait cultivées. Un après-midi d'automne frais, Alera l'emmena à la ferme. Maeve, maintenant si frêle qu'elle semblait presque translucide, marcha avec le soutien d'Alera
jusqu'à l'endroit où se trouvaient les fondations de l'ancienne école. La zone était maintenant un pâturage luxuriant d'herbes indigènes, le contour de pierre un marqueur historique silencieux dans une mer de verdure. Elles regardèrent le troupeau de chèvres, qui comptait maintenant plus de 100 têtes, brouter paisiblement sur une colline lointaine. Maeve regarda les animaux en bonne santé, la terre vibrante, et la jeune femme calme et confiante qui se tenait à ses côtés. Elle tendit une main fine et tremblante et tapota le bras d'Alera. « Scylla serait fière, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il avait les bonnes idées, mais toi, tu avais le cœur à l'ouvrage. C'était la validation finale, et la plus significative qu'Alera pouvait jamais recevoir. Maeve s'éteignit paisiblement dans son sommeil cet hiver-là. Sa disparition marqua la fin d'une époque, et le transfert final et silencieux du flambeau de la sage aînée à la génération suivante. L'histoire boucle la boucle un matin clair et frais d'octobre, 5 ans après qu'Alera soit entrée pour la première fois dans le champ de foire. Le lieu est animé, mais l'ambiance est différente. Le désespoir des années de sécheresse s'est estompé, remplacé par un commerce plus sobre et réfléchi. Alera est là, mais elle n'est pas une acheteuse seule près de l'enclos des rebuts. Elle est une vendeuse, debout près d'un enclos de premier choix, près du bloc de vente aux enchères. Dans l'enclos se trouvent 15 jeunes chèvres croisées espagnoles, les descendantes directes de l'équipe de nettoyage. Elles sont élégantes, musclées et aux yeux vifs, l'image même de la santé. Un petit panneau peint à la main sur la barrière indique « Ferme de Burnt Fork, cheptel acclimaté ». À ses côtés se tient Caleb, maintenant un grand jeune homme de 21 ans, qui gère les opérations quotidiennes de la ferme avec une compétence tranquille qui rappelle à Alera son grand-père. Ils ne sont pas là pour regarder, ils sont là pour faire des affaires. Lorsque leur lot est présenté, le commissaire-priseur, Rayburn, ne les ignore plus. « Très bien les amis, voici le lot que vous attendiez », gronde-t-il, sa voix remplie d'un respect sincère. 15 jeunes de l'année de Burnt Fork. Vous connaissez tous la qualité ici. Les enchères sont immédiates et féroces. Les hommes aux belles bottes sont là, mais ils ne rient pas. Ils enchérissent, leur visage sérieux et concentré. Et parmi eux, près du front, se trouve Sterling Thorne. Il enchérit avec confiance, détermination, et à la fin, c'est lui qui achète tout le lot à un prix qui fait murmurer la foule d'appréciation. Alors qu'il signe le bordereau de vente, il croise le regard d'Alera de l'autre côté du champ. Il ne sourit pas. Il hoche simplement la tête, un geste simple et sans fioriture de respect entre deux professionnels. Personne ne rit. La communauté comprenait maintenant la valeur de ce qu'elle avait vu depuis le tout début. Le voyage lui avait appris, et à travers elle, à la communauté, une série de leçons aussi anciennes que la terre elle-même, que la chose rejetée est souvent la plus précieuse, si seulement on a les yeux pour la voir et la patience de la comprendre. Qu'une connaissance profonde et tranquille d'un seul lieu est plus puissante qu'une sagesse conventionnelle et superficielle, appliquée partout. Que l'attention l'emporte sur la force et la patience l'emporte sur l'argent. Que la solution à un problème est souvent cachée dans le problème lui-même. Et que la valeur, la vraie valeur, n'a pas besoin d'argumenter, de crier ou de se vanter. En fin de compte, contre tous les doutes et les moqueries, contre les échecs d'un monde plus bruyant et plus rapide, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se prouve, tout simplement.